Regardez cette carte de la Lituanie. Ils ont une frontière assez normale, pas d'éclaves étranges, et des lignes assez nettes. Mais quand on zoome vers le sud, on trouve quelque chose d'assez étrange. C'est une enclave, et je pense, faute d'un meilleur mot descriptif, une sorte de renflement qui s'enfonce en Biélorussie. Ça s'appelle, et je vais sûrement mal le prononcer, Diveniskis. Cela contraste avec d'autres frontières moins droites qu'ils ont, comme Miela-Genaï, parce que la zone qui la relie au reste de la Lituanie est incroyablement étroite, presque comme un couloir terrestre dédié. Après avoir remarqué cela sur une carte, j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre pourquoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il s'avère que l'histoire derrière tout ça est plutôt intéressante, donc dans cette vidéo, nous allons découvrir de quoi il s'agit. La semaine dernière, j'ai réalisé une vidéo sur les noms des pays européens, et j'ai oublié que les pays baltes existaient. Je suis désolé, cette semaine une vidéo est entièrement consacrée à au moins l'un d'eux. Pourquoi contrôlent-ils cette terre qui reviendrait instinctivement à leurs voisins biélorusses, alors qu'elle n'est reliée que par une mince bande? La réponse courte, c'est l'histoire, principalement liée à l'ancien Grand-Duché de Lituanie, puis à l'Union soviétique. Alors découvrons cela. La région de Djouniškis a été mentionnée pour la première fois, en 1385. Elle a été créée autour du domaine d'un noble lituanien appelé Mykolas Mingaila. Elle a ensuite été transférée sous le contrôle de la famille Gostautai, dont les armoiries sont ce superbe bouclier rouge avec deux éléments en forme de V blanc, très différents des armoiries de la ville à l'époque moderne, adoptées en 2006, qui sont bleues avec deux fers à cheval dorés reliés. À cette époque, en 1385, le Grand-Duché de Lituanie commençait son ascension vers le pouvoir, et il allait contrôler d'immenses parties de l'Europe de l'Est, puis s'unir à la Pologne pour créer la République des deux nations, qui fut à un moment donné le plus grand pays de toute l'Europe. Et au sein du Grand-Duché, malgré sa petite taille, Dveniska semblait rester pertinent. On dit même qu'après la construction de l'église locale au XVIe siècle, la grande duchesse Barbara Radziwiłł s'y rendait souvent pour prier et assister aux offices religieux. Et la religion est en fait un sujet intéressant en lien avec cette ville, ou ce village. En fait, selon le recensement de 1897 à un moment donné, 75% de la population du village était juive. La ville comptait 2 synagogues, et la culture juive y était prédominante. On peut encore y trouver les ruines d'un ancien cimetière juif, avec des pierres tombales portant des inscriptions hébraïques gravées. Cependant, tous ont été assassinés ou déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale en Lituanie. Mais cela n'a pas empêché la population locale de rester ethniquement mixte, certains étant lituaniens, d'autres polonais, et certains aussi biélorusses. Comme vous le savez peut-être, si vous aimez l'histoire, après le début de la chute de la République des deux nations polono-lituaniennes, ces territoires ont été progressivement partagés entre la Prusse, la Russie et l'Autriche, chacune en prenant une part. Cela a duré plus de 100 ans. Depuis 1795, la Pologne et la Lituanie avaient été rayées de la carte, ne réapparaissant qu'après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. La Lituanie, en particulier, en tant que région, a également été annexée par les Russes. Et elle, ainsi que ce qui est aujourd'hui la Biélorussie, faisait effectivement directement partie du territoire de l'Empire russe. La Lituanie a retrouvé son indépendance en 1918. Mais il semblait que la Lituanie, tout comme la Pologne, était condamnée à continuer de subir la colère de ses deux voisins, l'Allemagne à l'ouest et la Russie à l'est. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, la Pologne a été envahie par ces deux nations, et la Lituanie ainsi que les autres pays baltes allèrent bientôt subir un sort similaire à des moments différents. La Pologne orientale, y compris la région de Vilnius, que la Pologne contrôlait à cette époque, et nous allons voir pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, a été annexée par les soviétiques. Peu de temps après, en 1940, les trois pays baltes ont subi le même sort, alors que l'URSS réorganisait son territoire après la victoire des bolcheviks dans leur conflit interne. Diveniskis a été rattaché à la République socialiste soviétique de Biélorussie en 1939. En avril 1940, les autorités soviétiques ont commencé à déporter de nombreux habitants de la ville en Sibérie, suivant leurs stratégies habituelles de déplacement de population, pour mieux contrôler les territoires. Mais comment cette région est-elle devenue ensuite lituanienne? Selon une légende locale,
Les hauts responsables du Kremlin se réunissaient avec Staline pour redessiner les frontières de l'Union soviétique. Pendant qu'ils faisaient cela, la pipe de Staline reposait sur la carte, puisque personne n'osait la déplacer. Les cartographes auraient tracé une ligne autour d'elle, ce qui aurait entraîné l'annexion du territoire par la Lituanie. Je suppose que si on le regarde d'une certaine façon, cela ressemble un peu à une pipe. Bien sûr, ce n'est pas vrai, c'est juste une légende inventée par les gens. La véritable histoire est un peu différente. Des récits plus crédibles nous disent que des responsables locaux lituaniens, conscients de la mixité ethnique de la ville et de la forte présence de Lituaniens, ont contacté le Kremlin pour demander que Djouveničkės soit incorporée à la Lituanie. En fait, qu'elle soit rendue à la Lituanie, puisque la région faisait historiquement partie du Grand-Duché. Cet argument pourrait servir à annexer d'autres territoires, comme la Biélorussie, mais l'essentiel était que des Lituaniens de souche y vivent encore. Étonnamment, l'URSS a accepté. Selon eux, le transfert territorial faisait partie d'une politique plus large, visant à aligner les frontières des États avec les populations ethniques, afin de créer des républiques plus cohésives et ethniquement homogènes. Cela contraste avec ce que nous savons de l'histoire. Ils ont objectivement déplacé des populations ethniques de leur terre natale, les déplaçant afin de les remplacer par des Russes et de mieux contrôler les territoires. Cependant, l'URSS avait des frontières ouvertes entre ses soi-disant États membres, donc cela était probablement sans importance pour les soviétiques, et cela apportait une certaine consolation aux habitants locaux. Et quelle qu'en soit la raison, le 6 novembre 1940, Khmelnytski est devenu un saillant lituanien de 207 km². Je suppose que c'est un meilleur mot que boss. Entouré et s'avançant d'environ 30 km dans le territoire biélorusse, à ses points les plus étroits, l'annexe lituanienne fait moins de 3 km de large. Ce transfert n'était pas unique. 2 autres parcelles de terre ont été annexées en même temps, comme le montre cette carte, et la région de Vilnius, où se trouve l'actuelle capitale, avait aussi été rendue à la Lituanie. 1 an plus tôt, la Biélorussie avait volontairement proposé de céder près de 3000 km² de terre, comprenant 80 000 habitants. Avant cela, la frontière lituano-soviétique passait le long de, encore une fois, je vais mal prononcer ce nom, Salsininkaljai, laissant de nombreux territoires peuplés de Lituaniens dans la zone déjà contrôlée par la Biélorussie soviétique. Fait intéressant, la Lettonie et l'Estonie ont à l'inverse perdu des terres annexées par la Russie. Ainsi, l'ancien territoire du Grand-Duché de Lituanie a été restitué à la République socialiste soviétique de Lituanie. Après la chute de l'Union soviétique, les pays de l'Est ont retrouvé leur indépendance, dont la Lituanie, qui a gardé cette bande de territoire jusqu'à la Biélorussie, également indépendante. Leur indépendance réelle face à la Russie est discutable, mais vous voyez, aujourd'hui, la région est appelée localement l'appendice. Le corridor qui la relie au reste de la Lituanie est entouré de clôtures de sécurité. Il n'y a qu'une seule route qui y mène, et la façon dont elle serpente. À un moment, tu te retrouves à 3 mètres de la frontière avec la Biélorussie. Fait amusant, la Lituanie a un poste de contrôle frontalier au début de cette route, faisant de Khmelnytskis une île. Elle est entourée par la frontière de la Biélorussie de tous les côtés, et même séparée du reste de la Lituanie, là où elles sont reliées. Matthias Schwarzer, un autre créateur YouTube, a fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques mois, et s'y est rendu en voiture. Si cette histoire vous intéresse, regardez-la, le lien sera en description. Djevenička se différencie du reste de la Lituanie car il n'a pas suivi la tendance nationale à la modernisation. De nombreux articles et rapports à son sujet le décrivent comme une terre où le temps s'est arrêté. Et ce qui est, à mon avis, le fait le plus intéressant, c'est que même si la plupart des personnes qui y vivent aujourd'hui sont lituaniennes par leur passeport, leur origine ethnique est polonaise. Selon le recensement de 1989, un peu plus de 60% des habitants affirment être d'origine polonaise, et certaines projections estiment que ce chiffre serait plus proche de 80%. Aujourd'hui, le lituanien y est à peine parlé. La plupart des habitants du village parlent simplement polonais au quotidien. Alors que la Lituanie pourrait revendiquer de façon audacieuse tout l'ancien territoire de son grand-duché, le territoire de Vilnius pourrait constituer une revendication plus raisonnable. Car cela tient au fait que le village parlait polonais durant l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. La Pologne a reçu cette région et l'a gouvernée sous l'état fantoche de Lituanie centrale, avant de l'intégrer complètement à la Deuxième République polonaise. Bien qu'elle ait été une partie essentielle de l'ancien Grand-Duché de Lituanie à cette époque, Vilnius, la capitale historique de la Lituanie, avait également une population majoritairement polonophone, avec une minorité lituanienne de seulement 2 à 3%.
Cela s'explique par la guerre polono-lituanienne, après la Première Guerre mondiale. La Pologne a brièvement envahi, puis annexé Vilnius. Après l'expulsion de la population juive, ainsi que les déplacements et migrations soviétiques, les Lituaniens sont devenus la majorité incontestée dans l'ensemble de la région de Vilnius, en 1989. La part est passée de 2% dans la première moitié du XXe siècle à 42,5% en 1970, puis jusqu'à 67% en 2021. Et s'ils ont repris Jiveniskis alors qu'actuellement c'est polonais, pourquoi ne pas réclamer toute leur ancienne région de Vilnius? Après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a déplacé ses frontières plus à l'ouest. Aujourd'hui, le territoire de Vilnius est partagé entre la Lituanie, ouest, et la Biélorussie, est. Sur cette affiche de propagande des années 1930, la Lituanie écrit « Souviens-toi de Vilnius asservi », représentant une carte revendiquant toute l'ancienne région. Et bien qu'ils aient obtenu la ville de Vilnius elle-même, la partie orientale de la région reste sous le contrôle de leurs voisins. Jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de cette petite enclave. Une autre carte montre la région de la zone linguistique lituanienne, en 1876 démontrant à quel point elle s'étendait bien au-delà des frontières du pays. Mais c'était à l'époque. Selon le recensement de 2009 en Biélorussie, il y avait plus de 19 000 Lituaniens ethniques en Biélorussie, presque tous précisément dans cette région. Mais ils y restent tout de même une minorité, car elle est principalement habitée par des Biélorusses. Je doute qu'il y ait un vrai soutien en Lituanie pour récupérer cette terre, et je ne sais même pas si cela aurait du sens. Et si chaque pays européen commençait à revendiquer les terres qu'il a historiquement contrôlées, eh bien, il y aurait une guerre totale entre tout le monde. Mais qu'en pensez-vous? La Lituanie devrait-elle garder ce village, malgré le fait qu'il s'agisse d'une enclave entourée par la Biélorussie de tous côtés, et qu'il accueille une population majoritairement polonaise? Devrait-il annexer toute la région orientale de Vilnius? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à mes mécènes de me soutenir directement. Et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. La tasse du moment d'aujourd'hui est encore une répétition, les gars. Je la prends juste. Je n'ai aucune idée de celle que j'ai déjà montrée à ce moment-là. À ce stade, c'est le printemps, aujourd'hui. Je veux dire, techniquement, c'est le printemps. Mais il fait très nuageux, très gris. Mais le soleil continue de briller à l'intérieur de chacun d'entre nous.